La CEDEAO prend ses responsabilités face aux violences au Nigeria et au Mali. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à huis clos hier à Accra autour de la situation sécuritaire dans ces deux pays. Et puis la route du développement passe désormais par Dédougou-Nouna jusqu'à la frontière du Mali. L'infrastructure réalisée par le MCA Burkina a été officiellement inaugurée ce matin par le président du Faso. Et dans notre page entretien, nous parlerons de la politique minière de la CEDEAO. Nous recevrons pour cela le commissaire de la CEDEAO chargé des mines et de l'énergie, M. Morlaye Bangoura. Mais avant, nous parlerons de la suite des investigations liées au décès brutal du juge Salifou Nébié et nous recevrons pour ce faire M. Wenceslas Ilboudo, procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Ce sont donc les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Le ton à l'entame du sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation au Mali et au Nigeria hier à Accra était à la détermination. John Dramani Mahama et ses pairs veulent prendre leurs responsabilités face aux violences dans ces deux pays. La réunion des leaders de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest était un huis clos. Une dizaine de dirigeants ouest-africains a répondu à cet appel d'urgence du président en exercice de la CEDEAO pour trouver une réponse définitive à l'extrémisme dans la sous-région. Le président de Faso y était. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Urbain Benito Sommet, Lazare Pouya. 10 chefs d'État et des représentants du gouvernement ont pris part à ce sommet avec 2 dossiers inscrits à l'agenda. La situation au nord Mali et l'insécurité créée par le groupe islamique Boko Haram dans le nord du Nigeria. D'autres sujets, notamment le renforcement de la coopération sous-régionale et l'intégration africaine, également au cœur des échanges. À l'ouverture de ce sommet, le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, initiateur de ce sommet, a expliqué à ses hôtes les circonstances qui ont occasionné la tenue de cette rencontre. 2 mois après son acceptation d'être à la tête de cette prestigieuse institution, John Dramani Mahama a expliqué que de nombreux groupes terroristes travaillent ensemble et qu'il est du devoir des États membres de la CEDEAO de travailler ensemble pour éradiquer l'extrémisme dans la région. Nous sommes ici pour chercher des solutions et prendre des décisions afin de préserver l'avenir de nos populations de toute attaque terroriste, a-t-il martelé. Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables. Tout en rendant hommage au chef d'État de la CEDEAO, à l'engagement sans faille, tant individuel que collectif au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a réaffirmé sa détermination à ne ménager aucun effort dans ce combat à leur côté. Puis, en guise d'introduction aux travaux de ce sommet, Kadri Désiré Ouédraogo a planté le décor. Vous vous retrouvez en session extraordinaire pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, à la suite des événements douloureux et regrettables survenus récemment dans ces 2 régions. En introduction à vos discussions à huis clos, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur la dite situation dans chacun des 2 pays. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire combien nous avons été choqués par les actes de violence auxquels nous avons assisté ces dernières semaines et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Ainsi, en ce qui concerne le Mali, dont l'admirable retour à la normalité constitutionnelle après les crises de 2012 avait été salué par tous, des actes de violence injustifiables l'ont encore endeuillé dans la période du 17 au 21 mai 2014. Ils ont en même temps fait peser une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Puis c'est le début du huis clos intégral des chefs d'État de la CEDEAO. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le président de la commission de la CEDEAO devrait présenter 2 mémorandums, l'un sur la situation au Mali et l'autre sur la situation au nord du Nigeria, aux chefs d'État pour examen. Les résultats de leur délibération devront permettre de venir à bout des défis auxquels sont confrontées les populations du Mali et du Nigeria. Ils ont tiré la conclusion que la véritable menace
qui pèse sur l'ensemble des États de notre espace communautaire est le terrorisme sous toutes ses formes. Naturellement, des mesures urgentes ont été prises pour faire face aux deux situations, la situation du Mali et à la situation du Nigeria. Mais d'une manière plus générale, je pense que les chefs d'État souhaitent que notre communauté s'engage vers la prévention et la stabilisation. À savoir qu'un certain nombre de fléaux nous guettent simplement parce que la pauvreté, la précarité des conditions de vie sont une réalité. Et aujourd'hui, le meilleur rempart contre l'extrémisme et le terrorisme est certainement le développement social et économique. Donc, dans ce sens, je pense que la CEDEAO accélérera tous ces programmes d'intégration et de développement. Au dit de certains observateurs avertis des questions de sécurité, ce sommet a été une réussite. La rencontre a été une réussite. En elle-même déjà, le fait que les chefs d'État aient voulu de cette rencontre, parce qu'il faut s'en féliciter. C'est un élan de solidarité. En plus, ils ont certainement pu donner une impulsion nouvelle à nos stratégies de règlement des questions de crise. Et des recommandations ont été faites et je pense qu'il appartient maintenant aux différents protagonistes de les mettre en œuvre avec l'accompagnement des chefs d'État de la CEDEAO. Ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a permis aux chefs d'État de réaffirmer leur engagement et leur détermination à lutter contre l'extrémisme en Afrique de l'Ouest. Et en marge des travaux, le chef de l'État burkinabé et son homologue ivoirien ont eu un entretien. Les deux pays sont dans la dynamique d'un traité d'amitié et de coopération. Blaise Compaoré et Alassane Ouattara ont donc parlé du prochain sommet de ce traité en juillet prochain à Ouagadougou. Les propos du président du Faso au micro de Urbain Benito Somé et Lazare Pouya. Nous avons eu des échanges préparatoires au sommet d'aujourd'hui, savoir comment contribuer davantage à la stabilité de notre sous-région et bien sûr aussi évoquer des questions de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, quand on sait que nous agissons aujourd'hui sur la base d'un traité d'amitié et de coopération qui va donc tenir le prochain sommet à Ouagadougou au mois de juillet. Et le président du Faso, à peine rentré d'Accra, qu'il prenait la route de Nouna ce matin, la route Dédougou-Nouna, frontière du Mali, qu'il a emprunté en partie, est également l'objet de son voyage dans la région de la Boucle du Monde, puisqu'il s'agissait de l'inauguration officielle de cette voie. La réalisation de cette infrastructure routière est à mettre au compte du compact du Burkina Faso, Godefroy Bazier. Avant-hier à Dié-Touga, aujourd'hui à Nouna, le président du Faso partage avec conscience les espérances et les espoirs des populations burkinabées en quête de mieux-être. Et la route est un moyen incontournable pour atteindre le développement. C'est pour célébrer la construction et le bitumage de la route de Dédougou-Nouna, frontière du Mali, et réalisée en 2 ans grâce au compact financé par le peuple américain, que tout un beau monde s'est retrouvé à Nouna. Blaise Compaoré, toujours à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens, a dévoilé la plaque inaugurale en compagnie de la conseillère spéciale du PDG du MCC. Cassandra Butts a salué les réformes institutionnelles qui ont permis au compact d'être un succès au Burkina, notamment les réformes de la gouvernance foncière en milieu rural, la gestion des ressources en eau et l'agriculture. Le succès que vous avez obtenu dans la planification de l'entretien des routes a placé le Burkina Faso sur la voie de la pérennisation et de la gestion efficace de son réseau vital. Dédougou-Nouna, frontière du Mali, est une grande infrastructure routière qui contribuera à coup sûr à desservir une région considérée comme le grenier du Burkina. Elle permettra aussi de valoriser les énormes potentialités dont regorge la boucle du Monde, sans parler de l'amélioration de la mobilité des populations pour dynamiser les échanges entre elles et avec le Mali. Ce projet d'un coût global de 194 millions de dollars US,
soit environ 40% du compact, a effectivement pris en compte les investissements conséquents en faveur de notre réseau routier et surtout mis en œuvre des réformes majeures indispensables à son entretien et à sa gestion. En effet, au titre des aménagements, le volet désenclavement aura permis d'engager la construction de 145 km de pistes rurales en cours de réalisation, le bitumage de 271 km, dont celui de la route de Dougou-Nouna-Guibasso, frontière du Mali. Les travaux de réalisation de la route nationale 14 ont été exécutés par l'entreprise tunisienne Soroubat, qui a fait ainsi ses premiers pas sur un chantier au Burkina. Avec cette nouvelle route inaugurée à Nouna, le Burkina continue de développer et moderniser ses infrastructures et services de transport, priorité absolue du gouvernement qui poursuit ainsi la mise en œuvre de sa vision d'un développement des infrastructures routières au service du peuple. Cette matinée à Nouna n'aura pas été de tout repos pour le président du Faso. Blaise Compaoré a animé un meeting. Son message aux populations est dans le compte-rendu que nous propose Paul Savadogo. C'est un stade archi-comble qui a accueilli le président du Faso, Blaise Compaoré, à ce meeting provincial de soutien aux actions du chef de l'État burkinabé. Malgré le soleil ardent, la population de la Kossi n'a pas marchandé sa mobilisation. Tour à tour, les représentants des chefs coutumiers, des femmes et des jeunes se sont succédés au parloir pour traduire au président du Faso leurs remerciements et leur engagement à le soutenir dans ses actions de construction d'un Burkina meilleur. Excellence, les femmes de la province de la Kossi vous renouvellent leur engagement et leur détermination à vous soutenir dans la mise en œuvre de votre programme pour lequel vous avez été massivement élus par le peuple burkinabé. Ce qu'il nous a dit, vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Ce que les gens de nous ont dit, 50 ans de plus. Voilà. J'ai vu le président, ça m'a fait plaisir. Je m'engage à supporter le président jusqu'au bout. On a écrit sur un mur de chez nous de 2005. Bon, on soutient le président jusqu'à 2050. Les représentants des différentes couches sociales ont également, dans leurs interventions, soumis des doléances au président du Faso. Des doléances qui se résument à la formation technique des jeunes et des femmes, à la construction de barrages et à la dotation d'ambulances et de moulins aux villages qui n'en possèdent pas. Ces doléances ont eu un écho favorable auprès du président du Faso. Blaise Compaoré a en outre invité la population de la Kossi à se mobiliser pour les batailles à venir. Nous sommes là pour saluer votre courage, car vous voir sous ce soleil ainsi mobilisé, c'est parce que vous avez foi en l'avenir de notre pays. Vous avez foi en nos capacités de nous rassembler pour les défis, de surmonter les épreuves avec courage, avec toujours beaucoup de détermination. Et c'est ce qui va faire le Burkina de demain. Donc je voudrais tout simplement saluer aujourd'hui l'exemple que vous nous démontrez ici sous ce soleil, attendant pendant des heures pour qu'on se parle. Parce que c'est en se parlant que nous avons réussi à faire du Burkina ce qu'il est aujourd'hui. Vous le savez bien, toujours nous avons ces réunions, ces rencontres, ces concertations avec les paysans, avec les femmes, avec les jeunes, avec les associations diverses. Et c'est ça qui fait la qualité de la vie au Burkina Faso par rapport à ce que nous voyons ailleurs. C'est dire que nous vous invitons à persévérer dans ces dispositions qui sont les seules à nous permettre de construire chaque fois la stabilité et la paix pour notre pays et d'accompagner la recherche de paix dans les pays autour de nous. Et grâce à cette mobilisation, je sais que je peux vous engager sur toutes les batailles
qui vont faire la grandeur de notre pays, qui vont faire la gloire de notre nation. Et c'est cela qui m'intéresse pour avoir moi-même le courage d'être plus hardi dans ce que nous devons faire pour notre nation. Le chef de l'État burkinabé a par ailleurs invité la population de la COSI à exploiter judicieusement les potentialités de la région dont les périmètres aménagés dédient. Et ce matin, à Ouagadougou, l'opposition politique au Burkina Faso, elle conviait ses militants et sympathisants à un meeting au stade du 4 août, un rassemblement pour dire non à la tenue d'un éventuel référendum sur la révision de l'article 37 de la Constitution, une mobilisation qui a enregistré la présence de nombreux responsables de partis politiques de l'opposition. Maxime Zongo nous relate les temps forts de cette manifestation. Accueilli par des ovations entretenues, le chef de file de l'opposition politique et les responsables des partis qui l'accompagnaient ont d'abord fait un tour d'honneur afin de galvaniser les militants et les sympathisants avant de se retrouver pour les discours. Tour à tour, les intervenants qui se sont succédés ont rejeté en bloc l'idée d'un référendum et marqué leur détermination à s'opposer à un tel projet. Et le doyen de sortir au passage un carton rouge pour signifier leur détermination. Dans tous les cas, martelera à son tour le chef de file de l'opposition. Un référendum sur la révision de l'article 37 est inutile et dangereux, surtout qu'il divise le peuple. À ceux qui clament ici et là que la dernière décision appartient au peuple, l'opposition dit que le peuple avait déjà tranché la question en 1991. À tous ceux qui veulent nous entraîner dans des débats de droit constitutionnel, nous disons que la question de l'article 37 ne relève pas d'un débat juridique, mais plutôt d'un débat d'opportunité politique, de morale politique. L'opposition politique qui se dit solidaire et déterminée d'indiquer qu'elle usera de tous les moyens légaux pour empêcher la révision de l'article 37 qui, à ses yeux, ne constitue pas une priorité pour le peuple dans sa grande majorité. Pour mieux réussir notre combat actuel et pour bien préparer les combats à venir, la direction politique de l'opposition lance ici et maintenant le mot d'ordre de la mise sur pied des comités contre le référendum CCR dans chaque village, dans chaque secteur, dans chaque commune, dans chaque province, dans chaque entreprise, dans chaque établissement secondaire ou supérieur, dans chaque service, dans chaque pays d'accueil pour la diaspora, selon les directives qui seront bientôt annoncées. Zéphirin Diabré a ensuite invité les partis politiques de l'opposition au rassemblement, à l'union et à l'engagement. Il a par ailleurs rassuré les pays frères, les partenaires au développement et les amis du Burkina de la capacité de l'opposition à garantir une alternance viable, apaisée et profitable à la majorité des Burkinabés. Prochain grand rendez-vous annoncé, Bobo Dioulasso, au Stade Sangoulé de la Mizana, le 14 juin prochain. Au même moment, des structures associatives de jeunesse sonnaient la mobilisation au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour réaffirmer leur soutien à Blaise Compaoré. Elles ont à l'occasion appelé à l'organisation d'un référendum et à la mise en place du Sénat. C'est un reportage donc de Moumouni Soubega. À l'appel de l'Association des jeunes pour la paix au Faso, ces militants des structures associatives de jeunesse de Ouagadougou ont répondu la cause de paix selon les organisateurs du meeting. Une paix qu'ils entendent promouvoir avec le président Blaise Compaoré, dont les œuvres ont été défendues et saluées par les représentants des commerçants, des jeunes travailleurs, des coutumiers, des élèves et des étudiants. Nous mesurons et saluons l'action de nos dirigeants pour l'égard envers la jeunesse de façon générale et particulièrement la jeunesse estudiantine. Il y a d'autres qui disent qu'on a la veille des examens, des concours et tout, et vous laissez ça, vous venez ici pour des activités. Et ces élèves-là ont répondu, c'est parce qu'il y a paix, qu'il y a école, qu'il y a études,
créativement. Donc ils sont là pour célébrer la paix. Nous sommes très fiers et demain désormais pour la paix, nous sommes plus que mobilisés, prêts à tout pour que la paix résonne avec Blaise Compaoré. Sur la situation nationale, ces structures de jeunesse disent prôner l'organisation d'un référendum et la mise en œuvre du Sénat au Burkina. À ce meeting, ils ont apporté leur soutien à la candidature de Blaise Compaoré qu'ils qualifient de sage et d'homme de paix. Allons aux urnes donc, citoyens. D'ores et déjà, nous disons, Blaise Compaoré, tu es notre homme. Tu as fait tes preuves pour la stabilité, la paix au Burkina Faso. Tu es un faiseur de paix, salué par le monde entier. On attend à ce qu'ils unissent davantage la jeunesse et que vraiment le fort mot soit la paix. C'est une initiative très louable parce que qui dit la paix touche vraiment l'ensemble des couches de la population. Donc c'était vraiment avec grande joie et plaisir que nous étions là ce matin pour partager avec eux en toute amitié, en toute simplicité, les paroles, les conseils et puis aussi on a profité de l'occasion pour sensibiliser un peu la jeunesse. Après ce meeting, les membres du bureau de l'association Action des jeunes pour la paix au Faso envisagent des actions de sensibilisation dans toutes les communes afin de promouvoir et défendre la paix au Burkina, selon le président de l'association. Voilà, nous marquons notre premier arrêt dans ce journal pour parler de la disparition du juge Salifou Nibié. Des investigations avaient été annoncées au lendemain de la découverte du corps. Et pour en parler, nous retrouvons M. Wenceslas Ilboudo, procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou. Bonsoir, M. Ilboudo. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir encore pour nous donner quelques précisions sur le décès brutal du juge Nibié. Alors, une semaine après, c'est vrai que vous avez annoncé ici sur ce plateau même qu'il y avait des investigations qui avaient été engagées pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du juge constitutionnel. Aujourd'hui, quel point pouvez-vous nous faire? Ok, merci de me donner la parole pour communiquer sur la mort du président Salifou Nibié. Il est vrai qu'une semaine de cela, nous étions sur ce plateau pour annoncer la mort brutale du juge Salifou Nibié et annoncer qu'une enquête était ouverte. Alors, une semaine après, je voudrais communiquer sur un triple plan institutionnel des auditions de témoins et aussi du travail du médecin légiste qui avait été commis. Au plan institutionnel, j'annonçais que la brigade territoriale de gendarmerie de Saponé était compétente pour conduire cette enquête. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que la compétence territoriale de cette structure était limitée à la zone de Saponé. C'est bien que nous avions transféré cette enquête à la section de recherche de gendarmerie de Ouagadougou, qui est ici derrière l'Onatel à Ouagadougou. Alors, donc c'est désormais cette structure qui conduit l'enquête. Alors, au plan des auditions de témoins, je voudrais aussi annoncer que cette structure n'est pas restée les mains croisées. Elle a déjà commencé à entendre des témoins sur la base des relevés téléphoniques du juge Nibié et aussi sur la base de son programme. Je pense que la presse en a fait écho de certaines auditions déjà dans les parutions. Alors, sur les auditions de témoins, je voudrais inviter toute personne sachant un peu sur le programme ou les habitudes du juge Nibié à contacter la section de recherche de gendarmerie de Ouagadougou pour témoigner afin de nous permettre d'avancer à grands pas sur cette enquête. Alors, au plan des travaux du médecin légiste, il faut rappeler que au lendemain donc de la mort brutale du président Nibié, un médecin légiste avait été commis. Alors, les difficultés pour conduire à bout l'autopsie à ciel ouvert n'a pas pu se faire jusqu'à présent pour des raisons qu'on pourra évoquer. Mais le médecin légiste a quand même procédé par des clichés radio et un scanner post-mortem qui ont été effectués sur toute la semaine. Et hier, aux environs de 20h, il a déposé son rapport. Il faut déjà féliciter ce médecin-là pour la célérité dont il a fait preuve et le professionnalisme. Alors, quand on parcourt ce rapport,
on peut se dire qu'on est en présence d'indices précis et concordants d'homicide volontaire. C'est-à-dire que le médecin légiste a retrouvé des blessures provoquées sur le corps du président Salifou Népie. Et donc, le terme juridique ici, c'est l'homicide volontaire. Plus tard, avec l'évolution de l'enquête, on pourra dire s'il s'agit d'un meurtre ou d'un assassinat. Mais pour le moment, on s'en tient au terme d'homicide volontaire. Alors, ceci est une grande évolution parce qu'on laisse tomber beaucoup d'autres hypothèses d'enquête pour se recentrer maintenant à la recherche des auteurs et aussi au rassemblement des preuves. Alors, nous n'avons pas encore effectué d'autopsie à ciel ouvert, comme on dit dans le jargon, mais nous attendons en début de semaine prochaine un médecin légiste français avec le kit, parce que c'est le matériel un peu qui nous a fait défaut durant toute la semaine. Mais nous espérons avoir l'arrivée en début de semaine prochaine d'un médecin légiste français qui viendra pratiquer l'autopsie à ciel ouvert, qui peut-être confortera les résultats du médecin légiste burkinabé qui a déjà déposé son rapport. Okay. Alors, à partir du moment où on sait déjà que c'est un homicide volontaire, est-ce que on peut avoir une idée sur les personnes qui auraient commis cet acte-là? Est-ce qu'il y a des mobiles pour cet homicide? Alors, les enquêtes se poursuivent. Nous n'avons pas encore de personnes gardées à vue en état d'arrestation dans le cadre de cette enquête. Mais c'est pour ça que je sollicitais tantôt tout sachant de se rendre à la section de recherche pour nous aider, ou bien alors au bureau du procureur du Faso, au tribunal de Ouagadougou, pour nous aider à avancer à grands pas. Parce que beaucoup de théories se racontent dans la rue, peut-être dans la presse bientôt, mais le lieu vraiment pour faire avancer l'enquête, c'est vraiment d'aller se confier aux enquêteurs. Alors maintenant, quelle va être la suite de l'affaire? Est-ce qu'on peut s'attendre, comme vous le disiez tantôt, à ce que la procédure s'accélère? Oui, bon, avec cette avancée, comme je disais, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on n'examinera plus. On va désormais se recentrer vers les éventuels auteurs et travailler à les identifier pour les faire juger. Merci beaucoup. Merci, M. Ilboudo, d'être venu nous partager un peu les résultats de vos investigations par rapport à ce dossier lié à la mort brutale du juge Salifou Népie. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. À l'hémicycle hier, ce sont 6 membres du gouvernement qui étaient devant la représentation nationale pour répondre à 12 questions orales avec ou sans débat. La séance plénière était la dernière de la session en cours. Le compte-rendu de Anatole Nakoulouma et Sylvain Vebamba. Question orale sans débat, ici question orale avec débat. 3 interpellaient le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité sur les préparatifs et le processus devant aboutir à l'élection présidentielle de 2015. Pourquoi la révision annuelle du fichier électoral national n'a jamais été mise en œuvre? Deuxième question, sur le retard enregistré, est-ce que vous pouvez nous rassurer que l'élection de novembre 2015 sera tenue à date? Est-ce que des mesures concrètes seront prises, surtout en matière de sécurité, pour le contrôle des opérations de vote à l'étranger? Je voulais savoir si le vote va concerner tous les pays dans lesquels résident des Burkinabés. Sinon, quels vont être les critères de sélection qui seront retenus pour choisir les pays concernés? Des questions avec débat adressées au Premier ministre et au ministre en charge de l'administration territoriale qui a apporté les réponses au nom du gouvernement. La CENI s'active dans l'exécution de son chronogramme en vue du recensement des Burkinabés de l'étranger et de l'administration du scrutin présidentiel de 2015 en les impliquant fortement. Il appartiendra aux partis et formations politiques et aux candidats de jouer leur partition le moment venu, car tout est en place pour le vote des Burkinabés de l'étranger. 3 questions étaient adressées au ministre délégué au budget, respectivement sur l'audit basé sur les risques à l'ASE, le retard de transfert des ressources aux collectivités territoriales et sur les réformes des politiques de dépenses et d'achat. Pourriez-vous expliquer à la représentation nationale les raisons
ayant entraîné ce retard de transfert des ressources de fonctionnement aux communes en 2013. Concernant les réformes et innovations, on peut citer entre autres la poursuite de l'anticipation du processus de passation des marchés publics et des actions tendant à concilier l'exécution physique du budget, notamment dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage public délégués, l'opérationnalisation des unités de recouvrement, de vérification dans certains ministères. Les autres questions sont essentiellement deux de la députée Benjamin Douamba adressées au ministre de la Communication sur la télévision numérique de terre et au ministre des Postes et de l'économie numérique sur les nouveaux carnets CNE. La ministre de la Promotion des droits humains a été interpellée par le député Noël Sourouema sur la présomption d'innocence et a répondu au nom de son homologue de l'action sociale à une question sur la mendicité juvénile. Le garde des Sceaux et le ministre de la fonction publique ont respectivement répondu aux questions des députés Bella Gérard Segda, reprises par le député Achille Tapsoba et Zalissa Koumare Oulio, sur la promotion de l'expertise burkinabé à l'international et sur les conditions de travail dans les juridictions. À la CEDEAO, on marque un arrêt pour évaluer le chemin parcouru en 39 ans. Le regard sur le passé est plutôt positif, même si certains dysfonctionnements ont été relevés, comme au niveau de la libre circulation dans l'espace commun. L'avenir, quant à lui, on le voit s'écrire dans une CEDEAO des peuples. Anaïs Guérard, Nathalie Savadogo, Nabaloum. La CEDEAO, 39 ans après, les acteurs de celle-ci sont très positifs à son égard. Les défis fixés sont ceux de l'intégration, mais aussi de la paix. Prochaine étape, passer d'une organisation d'État à une CEDEAO des peuples. Concrètement, dans le cadre de la vision 2020, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un système de va-et-vient, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, une intégration qui est construite d'en haut, que maintenant, ce soit au niveau des préoccupations, les préoccupations soient remontées jusqu'au niveau communautaire avant de redescendre en action vers les populations. Et cet échange a déjà commencé, comme le prouve l'une des plaintes, à l'encontre du système de libre circulation survenu pendant la conférence. Ces difficultés, je les vis très mal. Bon, j'avais voulu même garder ça à moi, mais quelque chose m'a dit ne le garde pas parce que trop, c'est exagéré. Et moi, à chaque fois que moi j'arrive à la frontière Togo, Bénin, c'est des histoires avec les policiers. Même quand je parle la langue, puisque je suis né à Lomé, je comprends très bien leur langue. Quand je parle la langue, on dit non, une fois que vous avez une pièce burkinabé, j'ai pièce et choses consulaires, ça ne va pas. Je prends CEDEAO, comment je vais faire? Et passeport, ça ne va pas, il faut toujours payer. Des dysfonctionnements dont les représentants étaient déjà conscients. La solution proposée a été de mettre en place des postes à la frontière où chaque citoyen peut porter plainte afin de lutter contre ce désagrément. Le secteur minier a son importance dans la CEDEAO et le CEMICA est un tremplin pour rappeler encore la politique minière dans l'espace. Pour parler du CEMICA et du secteur minier dans la CEDEAO, nous recevons ce soir M. Morlaye Bangoura, c'est le commissaire de la CEDEAO chargé des mines et de l'énergie. Bonsoir M. Bangoura et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir ma soeur. Alors, M. Bangoura, dites-nous d'abord que représente l'industrie minière dans l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci, ma soeur. Je voudrais, avant d'entamer les réponses aux questions, de remercier la grande maison, la RTB, d'avoir donné l'occasion au commissaire de la CEDEAO de parler des problèmes énergétiques et miniers de la CEDEAO dans l'espace CEDEAO. Et comme vous le savez, on le dit que le bon Dieu a doté l'Afrique de l'Ouest d'immenses potentialités énergétiques et minières. Tout ce qu'on peut connaître du tableau de Mendeleïev, on le trouve dans le sous-sol de l'espace CEDEAO. Disons que pour cela, Dieu merci, il s'agit de faire une exploitation rationnelle de ces ressources pour le bien-être de nos populations. C'est ça le grand défi qu'il faut faire. C'est ça le grand défi auquel la CEDEAO
et les États membres sont confrontés. Alors, il n'y a pas longtemps, bien sûr, les diamants ont nourri en tout cas et alimenté les guerres et déstabilisé les pays à tel point qu'on ne sait pas si c'est une découverte d'un jugement, si c'est pour l'espoir ou plutôt une malédiction, parce que vu ce que les diamants ont pu faire comme dégâts dans ces pays-là, est-ce que finalement il faut toujours parier sur la mine en tout cas pour se développer? Est-ce que le secteur minier peut être vraiment un véritable levier de développement? Eh oui, ma soeur, le secteur minier, il faut compter, il faut aller avec. Il faut compter, c'est un levier, c'est un moteur de développement dans les pays. Et c'est vrai que la découverte de certains gisements tels que l'or et le diamant a entraîné beaucoup de ravages dans les pays, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais dans beaucoup d'autres pays. Ça dépend de la gouvernance que nous avons mise en place au niveau de l'exploitation de ces ressources minières. Aujourd'hui, il est demandé aux États de pouvoir exploiter ces ressources minières dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et il a été demandé aux États, dans notre politique que nous sommes en train de définir, d'adhérer à l'initiative Kimberley pour qu'on puisse avoir la traçabilité, n'est-ce pas, de l'exploitation de ces ressources minières, de l'extraction jusqu'aux retombées économiques au niveau des populations. Donc dire que les ressources minières sont des sources de guerre et autres, ça dépend de la gouvernance que nous faisons au niveau de nos ressources minières. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est un espace intégré en matière de politique minière? Qu'est-ce qu'une meilleure harmonisation des législations peut apporter de plus à ces États-là? Il y a assez de travail qui a été fait au niveau de la CEDEAO puisqu'on a dit CEDEAO, puisqu'on a dit qu'on met nos forces ensemble pour pouvoir nous développer. Donc, il faut qu'on puisse harmoniser nos activités que nous faisons dans les secteurs. Puisque nous avons volontairement adhéré à cette union pour créer un espace économique viable. Donc, la CEDEAO a actuellement mis en place des directives, a fait des directives d'harmonisation des politiques minières au niveau de l'espace CEDEAO pour permettre, n'est-ce pas, aux populations d'accéder au bien-être qui sera créé par l'exploitation rationnelle de ces ressources minières, y compris, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, l'exploitation artisanale de nos ressources minières. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui entraîne toutes ces guerres? C'est l'exploitation anarchique au niveau de l'or, au niveau du diamant, qui entraîne certains conflits potentiels au niveau de la population. C'est pourquoi ces directives qui ont été, n'est-ce pas, établies dans l'espace CEDEAO depuis novembre 2009, que nous sommes en train actuellement de mettre en place dans l'espace CEDEAO pour que les réglementations au niveau national puissent prendre en considération cette harmonisation n'est-ce pas, des directives au niveau de l'exploitation minière. Monsieur Bangoura, on a le sentiment, nettement en tout cas, que ce sont les investisseurs étrangers qui tirent profit des richesses de nos sous-sols. Est-ce que c'est parce que les contrats ne sont pas bien négociés? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la communauté pour aider vraiment les États dans ce cadre-là? Vous avez parfaitement raison. Ça fait depuis l'ère des indépendances que nous sommes en train d'exploiter nos ressources minières et minérales. Les retombées économiques sur nos populations ne se font pas voir. Malgré toutes nos richesses, on dit que les populations de jour en jour s'appauvrissent. Donc, il faut pouvoir tirer le maximum qu'on peut faire au niveau de ces exploitations et harmoniser, comme je le dis, pour que, n'est-ce pas, l'exploitation minière puisse apporter profit aux populations environnantes. C'est ça le grand défi que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dans l'espace CEDEAO. Ces directives que nous avons formulées au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'espace, vont permettre à chaque État de pouvoir gérer d'une façon rationnelle, n'est-ce pas, l'exploitation rationnelle des ressources minières au niveau de l'espace CEDEAO. Parce que non seulement il faut harmoniser, n'est-ce pas, cadrer l'exploitation artisanale des ressources minières, il faut, n'est-ce pas, travailler sur l'environnement, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que
l'exploitation anarchique des ressources minières détruit complètement l'environnement. Si vous n'avez pas un œil sur l'environnement, le jour où l'exploitation va finir, l'environnement devient rude. Bien sûr. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer cette exploitation. Monsieur Bangoura, la question de l'énergie maintenant, c'est vraiment une question cruciale parce que c'est assez récurrent, alors que la compétitivité de nos pays dépend vraiment de ce secteur de l'énergie-là. Un pays comme le Burkina Faso a des difficultés à fournir de l'électricité en quantité. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à ces besoins des entreprises et des ménages? Est-ce qu'il y a des solutions pérennes et durables pour ce secteur? Oui, j'avoue très sincèrement qu'il y a des solutions pérennes. C'est dommage qu'on est riche en potentialité hydroénergétique, en potentialité de gaz et de pétrole, que les délestages sont de plus en plus récurrents dans nos pays. L'espace CEDEAO dispose d'un potentiel de plus de 25 000 MW de potentiel hydroénergétique, dont les principaux vecteurs sont le Nigeria et la Guinée, qui possèdent plus de 75% de ces potentialités hydroénergétiques. Mais il faut se le dire que c'est un secteur à haute intensité de capital, qui a besoin, n'est-ce pas, des moyens financiers pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ces infrastructures. La CEDEAO s'est donné un objectif à l'horizon, comme l'écrit dans le livre blanc, pour qu'on puisse satisfaire la demande énergétique de nos populations. Il y a un plan directeur qui existe au niveau de la CEDEAO. Il y a un autre livre sacré qu'on appelle le livre blanc, qui trace qui a tracé l'autoroute pour, n'est-ce pas, le développement de toutes nos ressources hydroénergétiques. Est-ce que, M. Bangoura, on peut envisager une centrale nucléaire quand même pour l'Afrique de l'Ouest pour alimenter à travers des interconnexions, par exemple? Oui, bon, là, les centrales nucléaires, avant d'arriver aux centrales nucléaires, exploitons d'abord nos ressources hydroénergétiques, qui sont, sur les 25 000 MW de potentiel installé, on n'a pu construire que 4 000 MW. 4 000 MW sur 25 000 de potentiel. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir construire des centrales hydroélectriques. Et ça, la CEDEAO a identifié des sites à vocation sous-régionale qui vont être construites pour pouvoir alimenter les interconnexions que vous le savez bien, qui existent aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Ça c'est un. De deux, nous avons prévu, puisque nous sommes riches en gaz, nous sommes riches en pétrole, des centrales thermiques pour pouvoir, n'est-ce pas, être alimentés par ce gaz. Il y a un gazoduc que vous connaissez très bien, qui existe entre le Nigeria, le Ghana, le Bénin et le Togo. Et la deuxième phase de ce gazoduc, on va l'envoyer jusqu'au Sénégal, qui va nous permettre d'alimenter non seulement les foyers, mais d'alimenter les centrales thermiques que nous allons construire, qui vont pouvoir alimenter nos populations. Merci. Donc ça veut dire que l'espace, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Alors, dernière question, M. Bangoura. Le CEMICA s'achève aujourd'hui. Que représente un salon comme le CEMICA pour vous à la CEDEAO? D'abord, chapeau pour le CEMICA. Cette année, la devise du CEMICA, c'était la contribution du secteur minier à l'émergence des États de l'Afrique, de la CEDEAO. Tout à fait. Ça correspond à l'objectif que s'est fixé la CEDEAO. Et ça a été un tremplin pour nous. Et nous avons dit que toutes les recommandations du CEMICA vont être prises en considération dans les politiques minérales que nous allons établir au niveau de la CEDEAO. Merci, M. Bangoura. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la politique minière dans l'espace CEDEAO. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Une conférence pour susciter l'intérêt des jeunes pour les questions liées au foncier rural et au développement, la mise en œuvre de la loi foncière et puis de l'agrobusiness, des sujets qui ont été largement décortiqués au profit des étudiants. L'initiative de ce cadre d'échange est à mettre au compte de l'association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles et le groupe Recherche et Action sur le foncier. Nathalie Savadogo Nabaloum. Faire connaître la loi 034 portant un régime foncier au Burkina Faso et ses implications. C'est l'objectif de cette conférence publique au profit des étudiants en communication et journalisme et en sociologie. À travers cette activité d'information et de sensibilisation, l'Association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles et le groupe de recherche et d'action sur le foncier entendent préparer ces futurs journalistes, communicateurs et acteurs du développement rural à cette épineuse question foncière. Et notre souhait, c'est qu'ils s'approprient véritablement cette problématique du foncier en milieu rural et qu'ils constituent à terme de véritables partenaires, des alliés du GRAF, je dirais,
pour pouvoir faire en sorte que les objectifs que nous poursuivons puissent être atteints avec plus d'efficacité. Pour ce faire, les deux conférenciers ont fait aux participants le point de la mise en œuvre de la loi foncière avec un accent particulier sur la prise en compte des droits des femmes ainsi que la problématique de l'agrobusiness. Des thèmes sensibles qui suscitent beaucoup de passion. Les conférenciers ont donc appelé à l'occasion les étudiants à la prudence pour ne pas être à l'origine des conflits fonciers dans l'exercice de leurs futures activités. Si un problème s'élève, en réalité, les plus grands perdants, ça peut être aussi les villageois. Donc nous avons conseillé les étudiants d'aller doucement, doucement. Nous pouvons les accompagner avec l'information juste, dire aux producteurs, voilà ce que la loi dit, voilà, etc., pour éviter des situations non intéressantes au Burkina. C'est une mission accomplie pour les deux structures, puisqu'à travers de nombreuses questions, les étudiants ont montré tout leur intérêt pour les thèmes liés au développement rural et particulièrement à la question foncière au Burkina Faso. Il a dit les personnes affectées par les travaux de construction du périmètre irrigué, elles connaissent l'importance d'un titre foncier et c'est avec empressement que certaines d'entre elles ont reçu les leurs des mains de la représentante du Millennium Challenge Corporation, Cassandra Buto, qui sur place a visité le marché de Di en construction, Moussa Sanou. À Di, une nouvelle infrastructure moderne est en phase de finition. Appelé à remplacer celui-ci, le marché en chantier a pour bailleur de fonds les MCC, dont la conseillère principale du bureau du directeur général est ici sur le terrain pour apprécier l'état d'achèvement des travaux. I'm very pleased with what we saw. It is certainly. Oui, je suis particulièrement satisfaite de voir ce que le marché était et ce qu'il est devenu. En particulier, quand on connaît la position du Burkina, donc la collaboration qui a été faite avec le Burkina dans la transformation des produits. Et je suis sûre que ce projet va permettre aussi une croissance économique dans increase their incomes and reduce poverty. Après la visite du chantier, toujours à Di, voici la conseillère principale du bureau du directeur général du MCC à la cérémonie de remise des titres fonciers acquis grâce à son institution à des personnes affectées par le projet de construction du périmètre irrigué. Gourou Suleiman fait partie des 6 premiers heureux bénéficiaires des titres. Il explique qu'avec ces documents, ses affaires pourront prospérer. Ce sont plus de 3000 titres fonciers qui seront remis aux personnes affectées par le projet de construction du périmètre irrigué de Di. Cassandra Butso espère que les structures en charge de la délivrance de ces actes soient dans les délais du 31 juillet 2014, date de fin du premier compact du MCA, le Millennium Challenge et compte au Burkina. Et puis ce fait majeur au barreau du Burkina Faso en cette semaine de l'avocat. 4 avocats qui exerçaient dans d'autres barreaux à l'extérieur du pays donc viennent de prêter serment à la cour d'appel 6 à Ouaga 2000. Leur motivation, mettre leur expérience au service du barreau burkinabé et s'enrichir du sien. Et c'est Abdul Rasmane Zongo qui nous relate cette prestation de serment. Cour d'appel de Ouaga 2000. Maître Mamadou Traoré n'y était pas venu en avocat défenseur d'autres avocats, mais en son rôle de bâtonnier de l'ordre des avocats et dans le cas d'espèces, Maître Traoré fait observation minutieuse et prodigue précieux conseils à 4 confrères nouvellement intégrés au barreau du Burkina. Il appelle leur attention et leur rappelle qu'ils doivent en toutes circonstances rester constamment droits pour dire le droit, même si parfois le droit n'est pas toujours droit à tous les endroits, pour vide juridique, vice de forme, vice de fond, ou encore pour d'autres éventualités. Le greffier en chef donne lecture de textes relatifs à la vérification de l'identité des 4 impétrants. Le procureur général, dans sa réquisition, plaide fortement pour que les hommes à la toge noire demeurent dans le fond et dans la forme, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Le premier président de la cour d'appel en l'espèce peut maintenant prendre acte du serment à la barre de nouveaux anciens avocats sous le regard du doyen maître Frédéric Passéré Titenga. C'est un sentiment de joie partagé, effectivement, de prêter serment au Burkina. Je viens du Niger, où j'ai déjà prêté serment auparavant, et c'est un plaisir
énorme. Je suis avocate au barreau du Val d'Oise en France et un barreau qui dépend de la Cour d'appel de Versailles. Donc j'exerce en tant qu'avocat depuis 2001. Et donc nous avons demandé notre inscription au barreau du Burkina, donc d'une part parce que nous souhaitions apporter notre contribution donc, pour le développement du pays, voir ce que nous pouvons concrètement, compte tenu de notre expérience là-bas, apporter ici et aussi nous inspirer également de l'expérience de nos confrères ici. Nouveaux avocats dans le Conseil de l'Ordre des avocats du Burkina et anciens avocats au barreau étranger. Cette prestation de serment est une des activités commémoratives de la Semaine de l'Avocat, édition 2014. Il a fait de la promotion des droits humains et de la liberté d'expression en Afrique son credo et cela dure depuis une décennie. Le festival Ciné Droit Libre veut marquer l'événement d'une pierre blanche. Les organisateurs ont annoncé à la presse les couleurs des 10 ans de ce festival dont le rendez-vous est fixé pour du 1er au 7 juin prochain. Bachirou Doussa et Evariste Kombari. L'association SEM Film dévoile aux hommes des médias les différentes articulations et innovations qui vont matérialiser les 10 ans d'existence du festival Ciné Droit Libre prévu pour se tenir du 1er au 7 juin prochain à Ouagadougou. L'une des innovations justement qui va être renforcée cette année, c'est le village du festival qui sera installé dans un quartier populaire parce que tout le monde ne vient pas à l'Institut français, tout le monde ne va pas à l'université. Alors ceux qui ne vont ni à l'Institut ni à l'université, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a installé un plateau ouvert, mais ouvert à tout le monde aussi, dans un quartier populaire. On va faire des projections de films, on va faire de l'humour, on va faire de l'animation et tous les soirs, on va terminer par des concerts gratuits. I Have a Dream, c'est le thème de cette année, parrainé par l'ancien président ghanéen Gary John Rawlings. À travers cette édition, les organisateurs entendent rendre hommage à certains éminents combattants de la liberté qui ont marqué l'histoire de la promotion des droits humains et de la liberté d'expression. I Have a Dream, simplement pour mettre en avant la notion de rêve. Parce qu'il y a plus de 50 ans, Martin Luther King a fait ce rêve qui s'est réalisé. En Afrique du Sud, Nelson Mandela aussi a fait le rêve que par une autre stratégie non violente, faite de négociations, de diplomatie et tout le reste, on peut arriver à bout de l'apartheid. Il est arrivé à bout de l'apartheid. Et nous aussi, modestement, au niveau du Burkina Faso, c'est un film, on a fait le rêve il y a 10 ans que, en utilisant le cinéma, allié aux autres arts, on peut promouvoir efficacement les droits humains. Au compteur 10 années d'expérience, le festival Ciné Droit Libre a grandi et a contribué à la construction de la liberté d'expression au Burkina Faso, selon le coordinateur du dit festival, Abdoulaye Diallo. Le commandant Ibrahim Sakira a les rênes de la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso depuis hier 30 mai. Pilote de transport, le nouveau commandant place ses nouvelles responsabilités sous le signe de la rigueur et du professionnalisme. Nous suivons la cérémonie de prise de commandement avec Sanoua Christine Koulibaly. Base aérienne 210 à mon commandement. Bravo! Portez! Ce sont là les premiers mots de commandement du 6e commandant de la base aérienne 210 de Bobo, anciennement détachement air. Le commandant Ibrahim Sakira, qui vient ainsi de prendre les rênes de cette base, est un pilote de transport qui totalise plus de 2500 heures de vol. Détenteur de plusieurs diplômes obtenus au Burkina et hors de nos frontières, Ibrahim Sakira a également occupé plusieurs postes de responsabilité dans la chaîne de commandement de l'armée de l'air. Il était jusque-là commandant d'escadron à la base aérienne 511. Cette somme d'expérience, il devrait la mettre au service de la base aérienne 210. Je demande d'avoir une main de faire régner la discipline et l'ordre dans l'unité qu'on lui a donnée. Et comme vous savez, les unités de l'armée de l'air ont un côté, sinon la moitié de leur fonction est technique. Donc il a sous sa disposition du matériel de grande valeur et d'une très grande technicité. Donc qu'il fasse marcher ce matériel-là, donc faire voler les avions et instruire le personnel pour que ces avions soient utilisés dans les meilleures
de leur potentialité. À ces missions spécifiques s'ajoute celle dévolue à l'armée de l'air en général. Elles sont, entre autres, la défense aérienne du territoire, la recherche et le sauvetage au profit des autorités de l'aviation civile. Et le nouveau commandant mesure bien l'ampleur et la délicatesse de la tâche. Mon commandement sera axé donc sur la rigueur et le professionnalisme. Nous allons mettre tout ce qui est à notre profit pour faire développer cette structure qui, si vous avez remarqué, c'est sur un nouveau site. Et le site a besoin d'être aménagé. Et donc, notre mission est de tout faire pour que la base aérienne 210 émerge. Pour y arriver, Ibrahim Sakira veut compter sur l'engagement de ces hommes qu'il a appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et au succès des forces armées nationales en général. La plus belle étudiante du Burkina Faso pour cette année 2014 s'appelle Natacha Ouedraogo. L'élection de Miss Université a aussi livré un message de paix au peuple burkinabé. Défilés et musique ont ponctué cette soirée de beauté suivie par Anaïs Guérard. On applaudit très très fort. La Miss Université 2014, Natacha Ouedraogo, avait les larmes aux yeux lors de son couronnement. Des applaudissements à tout rompre au sein de la salle des banquets de Ouaga 2000. La première réaction de l'heureuse élue. Vraiment, je suis émue. Vraiment, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je suis vraiment très heureuse. Merci à tous. J'encourage les filles étudiantes à se présenter. Parce que la Miss Université n'est pas seulement une Miss qui se présente physiquement, mais intellectuellement aussi. Miss Université, plus qu'un simple concours basé sur le physique, c'est également la vision de l'organisateur de l'événement. Je l'ai toujours dit, dans le cadre de la construction d'une nation, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'on peut croire qu'une élection, ça peut être un sujet très léger, mais vous voyez que ce soit les Miss, elles se sont portées comme des ambassadrices de la paix. Et les messages qu'elles nous ont diffusés, c'était des messages très émouvants. Le thème de cette soirée a été commenté par les Miss, mais aussi par quelques membres du public. On retiendra donc de cette soirée non seulement l'élection de Natacha Ouedraogo, mais aussi un touchant appel à la paix d'une jeune centrafricaine. Le festival culturel de Ouidi se donne pour ambition de promouvoir la culture de Ouidi. Et c'est le maire de Ouidi qui a eu l'idée et la première édition de la manifestation culturelle a su tenir toutes ses promesses, nous dit Carole Savadougou avec la voix d'Abdoul Rasmane Zongo. La culture, c'est notre identité, affirment les organisateurs du festival culturel de Ouidi, Festico. C'est en vue de préserver cette identité et de promouvoir les richesses culturelles du quartier Ouidi de Ouagadougou que le promoteur Amirou Simporé a eu une telle initiative. Cette première édition est placée sous le thème culture et civisme. Les attentes, c'est que nous puissions apporter quelque chose à la préservation de la culture. Et vous savez bien qu'actuellement, ce qui peut rassembler les gens, c'est bien sûr la culture et le sport. Donc nous pouvions faire le sport, mais nous avons choisi de mettre l'accent sur la culture parce que c'est ce qui rassemble tout le monde. Et donner des messages de civisme parce que vous constatez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas d'incivisme. Sur le site du festival se côtoient expositions de tenues traditionnelles, d'objets d'art et de prestations de troupes traditionnelles. Les autorités coutumières apprécient. En tant que Ouidinaba, est-ce que je peux ne pas être content et satisfait? Je suis content de voir que la jeunesse s'approprie sa culture et essaie de s'en sortir et de s'épanouir. Mais au concept, il faut qu'ils analysent objectivement les qualités, les défauts et surtout qu'ils sachent comment rebondir sur le prochain. Le festival culturel de Ouidi se déroule du 30 au 31 mai. Le promoteur entend faire de ce festival un événement annuel. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes et un excellent week-end à tous. À demain.